Mais le travail d'apaisement dans le temps de crise, c'est vraiment un point clé. Là, on le voit bien, le temps de crise, ça peut être le temps qui pourrait surgir du fait du môme qui s'est fait attraper, des parents qui viennent et qui peuvent avoir quelques raisons d'être un petit peu en colère aussi des fois. Donc pouvoir être à ce moment-là dans un rôle de médiation de ce qui va se jouer dans la relation, c'est tout à fait essentiel. Et la gestion des temps de crise, c'est vraiment un des points communs à tous les postes, quels que soient les types de crises qui se déclinent, mais c'est le cas aussi sur des questions de temps dans lesquels sont les personnes elles-mêmes. Et puis, Estelle, sur la question des couples aussi, ce thème tordu dans lequel tu as été plongé, je vais te passer maintenant la parole pour parler du travail avec les couples en crise que tu produis. Et là aussi avec l'idée d'essayer de comprendre un peu les spécificités de ce travail un peu particulier. Donc bonjour à tous et merci à Laurent du coup de cette commande de comédie un peu tordue. Je vous avoue, quand il me l'a passé, je me suis dit waouh, je m'engage dans quelque chose là où je vais devoir exposer un travail avec les couples, puisque la commande est ça, comment travailler avec les couples en crise en tant qu'ISCG. Je me suis dit comment je vais me sortir de ce sujet hautement conflictuel, travailler la dimension du couple, je tords un peu sa commande, ou avec le couple quand on est intervenant social en commissariat et gendarmerie. D'un premier abord, j'ai envie de dire, il y a quand même des résistances à pouvoir penser le travail avec le couple sur ces postes-là. Des résistances, j'ai envie de dire, qui sont liées à plusieurs choses. J'ai oublié, mais je vais vous repréciser de quel contexte et de quelle place je vous parle aujourd'hui, parce que c'est important. Je suis assistante sociale de formation. On a eu un long débat sur les éducateurs et les assistantes sociales. Vous avez vu, eux, ils viennent comme ça, tranquilles. Moi, je suis tout stressée avec mes feuilles. Voilà la différence première. Donc, assistante sociale de formation depuis maintenant 22 ans. Intervenante sociale tout d'abord en commissariat, puis en gendarmerie. Donc, ça fait 12 ans que je suis sur ces postes-là. Et également formée à l'approche systémique, à la thérapie familiale et à la thérapie de couple. Autre sujet hautement conflictuel sur les questions de violence conjugale. Donc, des résistances à pouvoir penser le travail sur la dimension du couple dans la problématique des violences conjugales, résistance que j'ai moi-même développée au départ. Je ne vous dis pas les débats lors de ma formation en approche systémique, qui sont liés à plusieurs points. Quelques points, je ne vais pas pouvoir tout expliquer. Le premier point, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un amalgame des définitions de la violence conjugale, même si nous sommes tous et toutes formés à la problématique des violences conjugales, il reste quand même autour des questions de violence conjugale des représentations, des filtres de pensée où les situations auxquelles on pense en premier, c'est celles qui défraient les chroniques, c'est l'organisation du Grenelle aujourd'hui, et c'est important, sont les situations où il y a un phénomène d'emprise, de domination qui va s'exercer, je ne vais pas vous refaire la définition, mais par des actes de violence qui prendront différentes formes. Cependant, je pense que la particularité des postes, de nos postes, c'est qu'on a accès à une multitude de formes de violence dans la famille et dans le couple, et pas simplement, et pas juste, pardon, ces situations de violence et de domination extrême qui privent les personnes d'autonomie, on est bien d'accord, et qui nécessitent l'organisation, en tout cas de la co-organisation avec les personnes, de leur protection. En dehors de ces situations-là, nous en voyons beaucoup d'autres, comme les policiers et les gendarmes, des situations qu'on apparente au conflit conjugal, mais il existe aussi du conflit avec des passages à l'acte très violents. Donc des conflits, on va dire, exacerbés ou des conflits violents. Donc on est amené à avoir une multitude de ces formes de violence dans le couple. La deuxième phénomène qui entraîne des résistances à penser le travail sur la dimension du couple, c'est d'avoir une entrée par la réponse sociétale qui est organisée, qui est légitime, qui est nécessaire, je précise bien,
une réponse sociétale qui organise elle est comme solution possible d'envisager l'arrêt des violences passerait par une séparation du couple. Cette séparation, elle est organisée. Elle est organisée ne serait-ce que par la logique pénale, la logique de la loi. Monsieur est en garde à vue, quand il y a garde à vue, mais un dépôt de plainte, garde à vue. Donc il y a une séparation à ce moment-là, en tout cas dans l'immédiateté. Séparation par accompagner la personne victime vers des structures d'hébergement, etc. Donc, mais le biais, je pense, c'est de penser que l'arrêt des violences serait lié à cette organisation, en tout cas de la séparation. Or, on le sait, il y a de nombreux allers-retours. La réponse pénale et civile ne peut pas toujours proposer ce type de solution. Et cette réponse pénale ou civile va donc créer vraiment une lecture de pensée où l'arrêt des violences, ça serait la séparation. La séparation, n'oublions pas, dans ces histoires-là, c'est aussi une extrême souffrance pour chacun des membres du couple. Plus particulièrement, peut-être, voilà, on va plus se pencher sur la posture de la victime, mais les violences sont une souffrance, mais la séparation est également une souffrance extrême parfois. Troisième, peut-être, fait de résistance, en tout cas qui peut entraîner des résistances à penser le travail avec le couple ou sur la dimension du couple, c'est les représentations qui circulent très fortes sur les victimes de violences conjugales. L'entrée, je ne sais pas vous, mais moi j'entends souvent que l'entrée, en tout cas quand on parle des victimes de violences, oh la pauvre, elle n'est pas capable de se protéger, elle est dans l'incapacité de voir que son mari ou son conjoint la manipule, ou elle est dans le déni, ou elle banalise, ou elle est ambivalente. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça extrêmement ciblé sur les incompétences des personnes. Et je le réaffirme chaque année, et je vais le réaffirmer encore aujourd'hui. Ce sont avant tout des personnes, des guerrières. Ce sont avant tout des femmes extrêmement compétentes et des hommes. Et j'ai plutôt envie de les voir et de les décrire sous l'angle de la compétence plutôt que de l'incapacité à pouvoir se protéger. Je pense, je fais une petite digression, mais qu'elles utilisent beaucoup de stratégies de protection. Et le discours qu'on entend autour, c'est qu'elles ne peuvent pas se protéger des violences qui ont lieu au sein de leur couple. Cette idée, ces représentations qui sont encore très fortes, sous l'égide de la bienveillance, bien évidemment, dans l'intention d'aider au maximum et de lutter contre les violences, en tout cas faites aux femmes. Cette idée-là, du coup, va proscrire et proscrit, et j'en suis tout à fait d'accord, dans certaines formes de violence où il y a de l'emprise, de la domination, avec une réduction importante des marges d'autonomie, va proscrire le travail de médiation, le travail avec le couple, mais je suis tout à fait d'accord sur ces situations-là. Moi, je vous parle de toutes les autres situations que l'on voit passer en commissariat et gendarmerie, ces situations où le couple veut rester couple, où il y a des allers-retours, où même après un dépôt de plainte, même après un jugement au tribunal correctionnel, madame va demander un droit de visite en prison, ou va attendre dès la sortie de prison, le couple va se reformer. Quel espace existe-t-il pour ces personnes de pouvoir parler à un moment donné de ce qu'ils vivent dans leur couple? Quatrième point, qui peut entraîner une résistance à penser le travail avec les couples, serait que les intervenants sociaux, principalement des travailleurs sociaux, sont des travailleurs sociaux et ne sont pas des psychologues. Et que le travail avec le couple relève du domaine du soin psychologique ou du champ thérapeutique. Mes collègues éducateurs, nous, les travailleurs sociaux en tout cas, on nous a appris à travailler avant tout la relation, à travailler les relations familiales. C'est vraiment une dimension dont on ne se pose pas la question de savoir si ça relève du champ psy ou du champ du travail social. On est habitué à travailler les problèmes de violence sur les enfants,
de maltraitance, de négligence, de problèmes éducatifs, effectivement, à l'adolescence ou même avant, de problèmes de comportement et des difficultés que les parents peuvent rencontrer avec leurs enfants. Et là, on se sent assez à l'aise en tant que travailleur social pour accompagner ses parents à réfléchir ou ses enfants à réfléchir à leur relation. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer étendre cette façon de faire à imaginer aussi travailler la relation que monsieur avec madame ou madame avec monsieur ou toutes les autres formes de couple qui existent. Enfin, travailler la relation entre deux personnes qui ont décidé de faire couple. C'est bon ? Donc, les violences conjugales, dans violence conjugale, il y a violence et puis il y a conjugale. Donc, il y a couple. Donc, un couple, c'est plus que deux personnes. Hein. C'est pas 1 + 1 = 2, c'est au minimum 2 membres, plus le lien qui les unit. Donc, un couple, c'est 1 + 1, ça fait au minimum 3. Et ce lien-là va comporter encore beaucoup d'autres liens, hein, qui sont les liens intergénérationnels, l'histoire de chacun, l'histoire du couple, l'histoire de la rencontre, les attentes de chacun, hein, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce couple, quels sont les besoins, les désirs, etc. Donc un couple, c'est pas simplement la réunion de deux personnes, mais ce qui permet à un couple de rester couple ou de se défaire, c'est bien l'importance de ce qui se passe entre eux. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se concentrer, ou en tout cas se laisser la possibilité d'aller interroger la manière dont les gens sont en lien entre eux. Tu m'as piqué ma feuille. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est bon. Pour vous expliquer un petit peu le cheminement de ma pratique, quand je suis arrivée en 2007 au commissariat de Béziers, 2007, c'était pas rien quand même, j'étais pleine de certitudes. La certitude de pouvoir participer à faire changer les pratiques et à faire changer surtout les pratiques des policiers. Désolée, Édouard. Pensant qu'effectivement, on n'en faisait pas assez pour protéger ces femmes victimes de violences. Et puis mes certitudes de participer fortement à leur protection, mes certitudes ont laissé place au doute face à l'utilisation des différents dispositifs, en augmentant mes connaissances sur les logiques pénales, les logiques civiles, donc de participer grandement effectivement à leur protection. Et puis, je me suis retrouvée face à ces couples qui voulaient rester couples, à ces femmes et ces hommes qui me parlaient de la souffrance de leur séparation, qui me parlaient de leur regret d'avoir déposé plainte, parce que ne pensaient pas que ça allait prendre telle tournure, que monsieur serait incarcéré, avaient besoin de me parler de leur loyauté, de leur histoire avec lui ou avec elle, et avaient surtout besoin d'être entendues et de se sentir comprises. Moi, avec mes certitudes, je partais bille en tête qu'il fallait effectivement organiser la séparation, et j'en ai perdu beaucoup en chemin parce qu'elles sont revenues en couple, mais elles ne sont jamais revenues me voir. J'en entends encore aujourd'hui qui, face à des réponses pénales qui sont légitimes, disent « mais la prochaine fois, je ne dirai plus rien ». On voit également comment l'organisation de la protection, parfois à tout prix, de ces situations de violence, notamment en matière de protection de l'enfance, des effets pervers aussi de ça et des IP maintenant à répétition. Beaucoup de femmes et de couples peuvent dire puisque c'est comme ça, on ne dira plus rien. Le principe, on a discuté ce matin sur le protocole de la main courante. C'est aussi des effets qu'on voit et que l'ANISCG a pu porter au niveau des groupes de travail sur le Grenelle. L'effet aussi de supprimer, en tout cas, de ne pas utiliser la main courante ou de l'imposition à la plainte va provoquer la fuite d'un certain nombre de personnes qui vivent des violences au sein de leur couple. Donc mes certitudes ont laissé place au doute. Et le doute, finalement, à ma grande surprise, a laissé place à la création. Création d'un espace où la réalité du ressenti de chacun pouvait être exprimée sans peur du jugement, pour des personnes qui
perçoivent très bien les attentes de ceux qui les entourent. Elles sont conditionnées à ça, à devoir s'adapter sans arrêt à l'autre, qui perçoivent très bien les attentes de leur propre famille. Il faut que tu te sépares, ma fille, cet homme n'est pas pour toi, ou mon fils, cette femme, etc., ou ton compagnon ou compagne n'est pas pour toi. Cette situation est intolérable. Les attentes des travailleurs sociaux aussi, puisqu'on travaille sous le même socle, qui est celui de la loi. Il y a question parfois effectivement de la protection de l'enfance et des personnes. Les attentes de la justice, de la police ou de la gendarmerie, d'un tribunal, des magistrats. Et du coup, ils ne se sentent pas, ces personnes-là ne se sentent pas forcément autorisées à pouvoir dire j'ai encore envie d'essayer de sauver quelque chose de ma relation parce que je pense que c'est possible. C'est son droit. Donc, création d'un espace où cette réalité peut être évoquée sans peur ou sans crainte que j'allais les convaincre de ne surtout pas retourner en couple ou pouvoir imaginer sauver quelque chose de ce couple-là. Donc ça a permis d'élaborer un espace où la co-réflexion est menée sur finalement quelle place j'occupe dans mon couple, quelle représentation je me fais de mon couple, qu'est-ce que j'en attends, quelle représentation je me fais également de moi, et de préparer, parfois je reçois également des couples dans certaines conditions, je n'ai pas le temps ici d'expliquer exactement dans quel contexte, mais c'est quand même très important, au minimum que les violences soient reconnues des deux côtés, qu'il y ait un réel désir de changement, en tout cas une volonté d'utiliser autre chose que de la violence quand effectivement les souffrances sont trop grandes dans le couple, un désir en tout cas de s'assurer qu'il n'y ait plus de violence. Et à ce moment-là, j'ai pu rencontrer quelques couples. Je dis quelques couples parce que j'en ai pas rencontré beaucoup, mais j'ai beaucoup travaillé sur la dimension du couple, que ce soit avec des victimes ou des auteurs de violences. Encore une fois, il ne s'agit pas là d'un travail thérapeutique en termes de soins psychologiques, mais de permettre à chacun de définir les moyens pour atteindre les objectifs que ces personnes se sont fixés. Mon travail à moi, c'est d'élaborer avec eux ces objectifs-là, d'aller vers le changement. Et le changement, ce n'est pas forcément la séparation, mais l'arrêt des violences. Je suis à court là. Et le meilleur moment pour travailler, je rebondis sur ce qu'ont dit mes collègues, pour travailler en tout cas avec les couples qui sont dans cette dimension-là, en dehors des situations d'emprise dont j'ai parlé au début, c'est bien au moment de la crise, puisque c'est à ce moment-là que les choses vont pouvoir aussi s'exprimer. Il y a des fois la loi qui est aussi posée, mais c'est aussi le moment où on voit apparaître des réparations hâtives, d'accord, des promesses de plus jamais ça, et ce couple qui revient éperdument amoureux comme au premier jour. Il y a un risque énorme de réparation hâtive, et c'est bien en plus à ce moment-là où le couple se reforme, dans le cycle des violences, qu'on ne le voit plus, qu'on ne voit plus ni madame ni monsieur. Et pour autant, ils sont en train d'expérimenter à nouveau ou sûrement à nouveau une façon d'être ensemble sans violence. Ils sont en train d'expérimenter une communication sans violence. Donc c'est vraiment le moment où le travail, pour le coup, le travail de l'IS, pour moi, pourrait être en tout cas une préparation à pouvoir aller réfléchir sur ces questions-là plus profondément avec un travail clinique ou autre, en tout cas thérapeutique, du côté du champ psy. Je vais conclure, Laurent. Tu sais bien que quand tu me donnes la parole, c'est dur de me la reprendre après. Sans violence. Donc, travailler auprès des couples en crise, que ce soit sur la dimension ou en direct avec les couples, ou avec l'un ou avec l'autre, nécessite d'appréhender les violences pas simplement comme un instrument de domination ou de soumission, mais de pouvoir appréhender parfois aussi ces violences comme l'expression de la plus mauvaise solution pour faire perdurer le couple. Solution éminemment paradoxale, j'en conviens. Si les principes du travail social s'appuient sur le socle de la loi, ces principes même vont définir également des postures professionnelles et inéthiques
pour encourager les personnes bénéficiaires à mettre en place les moyens de leur protection, mais tout en préservant leur autonomie. Or, le mode relationnel du couple où règne la violence peut mettre très à mal toute intervention qui ne prendra pas en compte la force du lien qui va unir ces protagonistes. Ainsi, l'accompagnement qui vise au changement et donc à l'arrêt des violences pourrait s'appuyer sur une lecture dynamique des interactions et permettre à chacun d'entrevoir des possibilités d'évolution et surtout la liberté qu'il a de le faire. Merci.